Nous allons maintenant entendre Nicolas Mack, qui a suivi une formation pluridisciplinaire à la fois en histoire de l'art, en philosophie et en architecture, et qui est aujourd'hui le critique d'architecture justement du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il a enseigné dans plusieurs écoles d'architecture prestigieuses, dont Harvard, et a conçu récemment avec Rem Koolhaas l'exposition Countryside, qui était présentée au musée Guggenheim de New York. Dans la lignée de sa thèse de doctorat qui portait sur Valéry, il a publié en 2011 Le Corbusier, The Architect on the Beach, et va aujourd'hui plutôt nous parler sans doute du rapport de Valéry avec l'architecture. Donc, je commence avec cette image-là. Si l'on regarde la carte d'identité de l'architecte Le Corbusier, on trouve sous la rubrique profession un titre surprenant. Il donne sa profession non pas comme architecte, mais comme homme de lettres. Aucun architecte n'a jamais insisté sur la notion d'architecte poète, d'architecte écrivain, autant que Le Corbusier. Dans beaucoup de ses écrits, il finit par déclarer que la poésie est le véritable but de l'architecture. En 1929, il termine une conférence intitulée « Les techniques sont l'assiette même du lyrisme ». Elles ouvrent un nouveau cycle de l'architecture avec les mots « Ne pensez-vous pas que mes croquis entourent une poésie fabuleuse, le lyrisme des temps modernes ». Alors le mot lyrique, lyrisme est très présent dans ce qu'il écrit. En 1955, alors que les attaques contre son unité d'habitation à Marseille et contre l'urbanisme d'après-guerre en général se multiplient, Le Corbusier publie le poème De l'angle droit, une sorte de livre d'images destiné à faire comprendre son architecture et ses théories aux non-spécialistes, au grand public. Mais les angles droits n'y figurent guère. En fait, il n'y en a que deux. Des images de divers coquillages et bâtons de bois trouvés sur la plage, des formes naturelles, des images du soleil et le corps humain figurent sur toutes les autres pages. La mer, spécialement, a joué un rôle majeur dans l'autre promotion de Le Corbusier en tant qu'architecte-poète qui, loin de la civilisation urbaine, est à la recherche d'une nouvelle architecture dans son cabanon à la Méditerranée ou aux plages du monde entier. En 1946 et 1947, Le Corbusier se rend à New York où il dirige la commission chargée de la construction du siège des Nations Unies sur l'East River. Lors de ces voyages, il se rend aussi à l'océan et se promène le long des plages de Long Island. Dans divers écrits, il décrit comment, alors qu'il marchait sur ces plages, il est tombé sur une carapace de crabe. Il a piétiné de tout son poids et, étonné par sa résistance, l'a emporté avec lui. Plus tard, il raconte que c'est cet objet trouvé qui lui a donné l'inspiration pour la conception du toit de la chapelle de Ronchamp, un toit révolutionnaire à l'époque, qui doit beaucoup aussi à la construction des avions, mais Corbusier dissimule cette notion technique. Il dit c'est cette carapace de crabe que j'ai mis sur le dessin de la chapelle et voilà l'objet à réaction poétique qu'on appelle cette carapace de crabe a donné l'inspiration pour cette chapelle. Donc, dans la littérature française, il existe un parallèle frappant avec l'anecdote de Le Corbusier sur l'architecte qui, dans un moment de crise, se promène sur la plage et trouve un objet inhabituel qui lui fournit une infinité de nouvelles idées. Déjà en 1921, le poète et philosophe Paul Valéry publie son nécrologue philosophique Eupalinos, ou l'architecte, qui reprend la pensée des essais de Valéry tels que le paradoxe de l'architecte et l'introduction à la méthode de Leonardo da Vinci. Mais dans l'Eupalinos, Socrate et Phèdre, déjà sous forme d'ombre, de mort, ils sont morts, ils sont dans le Hadès, ils discutent comme ombre de la grande affaire de la construction. Le Socrate de Valéry raconte une expérience qui rappelle dans le détail l'histoire de Le Corbusier, et cette histoire que Le Corbusier raconte plus tard à propos de sa découverte à la plage de Long Island. Donc, le Socrate de Valéry raconte qu'il s'est promené près du rivage
et que c'est là qu'il a trouvé une de ces choses que la mer a rejetées. Un objet blanc, du blanc le plus pur, lisse, dur, délicat et léger. Sa forme particulière l'a fait abandonner toutes ses autres pensées. Qui t'a fait, me demandai-je. Tu ressembles à rien et pourtant tu n'es pas sans forme. Puis le Socrate de Valérie jette la chose, qu'il appelle un objet ambigu, la rejette à la mer et part et devient philosophe. Donc, le philosophe cherche la vérité dans les idées plutôt que dans le monde sous les formes sensuelles. Et c'est une des ironies, disons, anti-platoniciennes du texte de Valérie, que rétrospectivement, le Socrate de Valérie regrette beaucoup de l'avoir jeté et d'avoir pris le chemin du philosophe qui est concerné par les terminologies, nature, culture, toutes ces bipolarités de la pensée, et qui n'est pas devenu un architecte ou un artiste qui s'expose au caractère très fluide et ambigu de cet objet. Donc, Le Corbusier possédait ce livre de Valérie. On voit ici le livre personnel du Corbusier, qui est actuellement à la Fondation Le Corbusier à Paris. Le Corbusier possédait ce livre, il l'avait lu, il connaissait personnellement Valérie, a lu ses œuvres de près et les a soigneusement annotées. Tout porte à croire que la théorie de l'architecture de Le Corbusier a été fortement influencée par la pensée de Valérie, en particulier par ce livre-là, par le Palinos, que le philosophe Hans Blumenberg a qualifié de texte fondamental, non seulement pour la pensée de Valérie, mais pour la théorie de l'architecture de l'art du XXe siècle en général. C'est un texte qui, avec l'exemple de l'objet ambigu, remet en question la distinction entre forme naturelle et œuvre d'art promulguée dans la métaphysique classique. Donc la bibliothèque de Corbusier comptait quelques 1600 volumes, dont la majorité est conservée, comme j'ai dit, à la Fondation Le Corbusier à Paris. Les nombreux commentaires, réflexions et observations qu'il a annotés dans ses livres permettent maintenant d'étudier la manière dont l'architecte lisait, dont il reprenait les idées, les réfléchissait et les intégrait dans ses propres théories. Il lui arrivait souvent d'écrire des essais entiers entre les lignes ou aux marges d'un livre, d'une main rapide et raturée, faisant glisser les mots parfois dans les espaces vides, jusqu'à ce que les annotations deviennent de plus en plus indiscernables des mots et des idées imprimées. Donc c'était vraiment un amalgame entre texte imprimé et idées. Il arrive même à Corbusier d'écrire quelque chose entre les lignes et à la fin, il reprend un mot qui paraît par hasard et il intègre dans sa propre pensée qu'il a noté entre les lignes. Il faut dire que spécialement la lecture de Valérie montre que Le Corbusier a lu et annoté avec la plus grande concentration ce qu'a écrit Valérie. Donc les intérêts communs de Le Corbusier et Valérie ne se limitent pas à l'architecture. Depuis les milieux des années 20, Le Corbusier collectionnait les débris qu'il trouvait sur le rivage, des vieux morceaux de bois, des pierres érodées et surtout des coquillages et carapaces de crabe comme celle de Long Island. Il les dessinait 1000 fois, les appelait ces objets à réaction poétique. Encore le mot poétique dans la désignation de ces objets qu'il a ramassés. Et ces objets viennent remplir des étagères à Paris et finalement des cabanes entières à la Méditerranée. Donc il avait une cabane à côté de son fameux cabanon à la Méditerranée qui était remplie de ces objets. Aussi Valérie avait une gigantesque collection de coquillages. Il était lui aussi fasciné par les coquillages et les fonds bizarres et fragmentés qu'il trouvait sur le rivage et qui revenaient sans cesse dans ses écrits comme des objets ambigus. C'est le titre qu'a choisi Valérie pour ces objets. Donc pour Hans Blumenberg, l'objet ambigu est quelque chose pour lequel il n'existe aucune désignation dans l'ontologie platonicienne. Socrate, chez Valérie, le voit immédiatement, c'est un objet qui ne rappelle rien d'autre et qui pourtant n'est pas sans forme. Alors que l'ontologie ancienne considérait qu'il est toujours possible de décider si un objet est d'origine naturelle ou artificielle, Valérie introduit avec l'objet ambigu
une nouvelle catégorie, un hybride surréaliste qui efface la distinction entre nature et art. C'est précisément ce que sont les objets collectionnés aussi par Corbusier, en particulier les fragments de briques que l'architecte avait tendance à ramasser sur les plages. Ils sont des produits culturels faits par la main de l'homme qui, après avoir traité par les forces naturelles tombées dans l'eau, par les marées, par les vagues, ont pris une nouvelle forme. On ne peut plus dire est-ce que c'est un objet naturel ou est-ce que c'est un objet fait par l'homme qui est tombé dans l'eau et redesign, pour ainsi dire, par les vagues, par la nature, par le hasard. Alors que Le Corbusier travaillait à son moduleur et à son poème de l'angle droit, il a lu L'homme et le coquillage de Valéry. Ce n'est donc peut-être pas une coïncidence si le schéma de pensée développé par Valéry à propos du coquillage et par l'objet ambigu peut être lu comme le plan théorique des nouvelles façons de penser l'architecture et du design que Le Corbusier envisageait à la fin des années 40 à travers l'étude de ses propres objets à réaction poétique. Valéry avait collectionné les objets bien avant Le Corbusier. Il a écrit à plusieurs reprises sur la mer et les objets qu'il trouvait sur les plages, dans Le cimetière marin, L'idée fixe, ou dans Deux hommes à la mer et d'autres ouvrages. En 1937, il publie l'essai L'homme et la coquille, que Corbusier achète et lit, et dans lequel un mollusque constitue le point de départ d'une théorie sommaire de la créativité de l'homme. Dans une lettre adressée au rédacteur en chef du périodique Le Petit Méridional, Valéry raconte qu'il avait trouvé un objet étrange sur la plage lorsqu'il était jeune. J'avais 15 ou 16 ans, écrit-il, quand sur le bord de la mer, non loin de Maguelone, j'ai trouvé un coquillage ou un morceau d'eau qui avait été ballotté et lissé par la mer. Il s'est souvenu, il écrit, de cet objet en 21 en écrivant Eupalinos ou l'architecte. Donc, dans Eupalinos, on trouve une scène qui ressemble vraiment en détail à cette version prolongée de la promenade sur la plage de Long Island en 1946. Et Le Corbusier, ce qui est intéressant, a marqué ce passage dans son exemplaire du livre avec un trait. Et en effet, une grande partie du livre rappelle ses propres trouvailles sur la plage, les rituels qu'elle implique, les descriptions des objets chez Corbusier. Donc, si on compare la manière dont Le Corbusier et Valéry parlent de ces objets trouvés, c'est très intéressant de voir comme c'est similaire. Le Corbusier parle des choses torturées par les éléments, Valéry parle de choses que la fortune livre à la fureur du rivage. L'objet de Valéry est poli, dur, lisse et léger. Celui de Corbusier, lisse comme la porcelaine. Tous les deux appellent leur trouvaille des témoins et tous les deux sont amenés à réfléchir sur le rôle de l'intention et du hasard et sur la relation entre construire et connaître. C'est aussi des termes qui sont utilisés et par Valéry et par Le Corbusier dans leur écrit. Selon Blumenberg, dans son essai sur l'objet ambigu de Valéry, le Socrate de Valéry, ne pouvait pas répondre à sa question de savoir qui avait fabriqué la chose qu'il avait trouvée, car l'objet résiste à toute forme d'ontologie classique qui considère nécessairement que le problème de l'origine naturelle ou artificielle d'un objet est toujours soluble. Et il n'est pas difficile de comprendre l'enthousiasme de Corbusier pour ce dialogue. Il n'y a pas de données inaltérables et tout peut être inventé, tout peut changer de forme. Eupalinos, on peut dire, le fournit d'une théorie qui renforce le pathos de son invocation du nouveau, de l'invention, et propose également que la construction ne doit ni s'opposer aux formes de la nature, ni les imiter naïvement, mais qu'elles puissent être conçues comme elles. Donc, c'est intéressant de voir que, s'inspirant de Edgar Allan Poe, Valéry a développé une esthétique qui considère l'art comme une, et je cite Valéry, comme une attaque à l'œil et au sens du spectateur. Donc, pour Valéry, on peut dire l'objet d'art est une machine, il utilise ce terme-là, une machine à impressionner le public, à susciter les émotions. Et si on regarde cette définition de près, cette définition de l'œuvre d'art comme machine émotionnalisante,
Ça jette aussi une nouvelle lumière sur la notion souvent mal comprise de Le Corbusier de la maison comme machine à habiter. Dans les termes de la théorie de Valéry, cette maison serait un appareil stimulant les occupants à découvrir des formes de vie quotidienne nouvelles et différentes. La maison même, on peut dire, est donc devenue un objet à réaction poétique qui provoque une réaction poétique dans le sens grec de poésis, de découvrir quelque chose, de faire quelque chose, de mettre quelque chose dans la vie, dans le sens où il génère des formes nouvelles de vie. Donc, on peut même relire Corbusier à travers la terminologie qu'il emprunte à Valéry. Manifestement, Le Corbusier a considéré Valéry comme une grande autorité. Il a même mentionné une lettre de l'écrivain dans une interview. En le jolivant, on peut dire un peu l'éloge. Un jour, Le Corbusier écrit, Valéry lui-même m'a écrit et m'a dit qu'un de mes livres était magnifique, ajoutant c'est un mot qui échappe rarement à ma plume. Et si on lit la lettre, c'est une invention de Corbusier. Valéry l'a jamais écrit. Il dit merci vers une architecture que Le Corbusier avait envoyée à Valéry, qui montre aussi que Valéry apparemment était important pour Le Corbusier. Donc le fait que l'influence de la pensée de Valéry sur Le Corbusier n'ait pas été examinée auparavant est d'autant plus surprenant que l'architecte s'enthousiasme pour Epalinus dans beaucoup de ses écrits, par exemple dans son almanach de l'architecture moderne. Je cite, dans un livre intitulé Epalinus ou l'architecte, Paul Valéry, le poète, réussit à dire sur l'architecture des choses qu'un professionnel ne pourrait jamais articuler parce que sa lyre n'est pas accordée à ce temps. Il a senti et exprimé admirablement beaucoup de choses profondes et rares que l'architecte sent quand il crée. Donc, on peut se demander si Le Corbusier a basé sa vie d'architecte, entre autres, sur un modèle littéraire, en vivant le conte de Valéry sur l'architecte idéal de Palinos. Beaucoup parlent en faveur de cette théorie. On ne peut comprendre la pensée de Le Corbusier sans savoir comment il lisait les livres, comment il en reprenait les idées, les développait. Eupalinos n'est pas le seul ouvrage de Valéry qu'il a consulté. En fait, il s'est tourné vers Valéry chaque fois qu'il était engagé dans la rédaction des grands textes. Il lit Eupalinos pendant qu'il travaille à Berzine Architecture, dont le chapitre Architecture, pure création de l'esprit, notamment, révèle l'influence de Valéry. À la fin des années 40, alors qu'il développe sa théorie du design modular, et quand il écrit le poème de l'angle droit, il consulte une vue de Descartes, mémoire d'un poème, pièce sur l'art et surtout L'homme et la coquille de Valéry, qui est apparu 3 ans auparavant. Contre divers passages des mémoires d'un poème de Valéry, Le Corbusier écrit épatant et bravo, tandis que dans une vue de Descartes, il note des trains de pensée entiers. Dans sa lettre du 14 mai 48 à son client Dival, Le Corbusier écrit, je cite, « Hier, depuis l'aube jusqu'à une heure avancée de la nuit, j'ai savouré chaque mot de Descartes et des mémoires d'un poème dans les variétés 5 de Valéry, si vrai et si précisément observé. Mes apparitions à Vienne, où il donnait un discours, étaient, je le sais, très proches dans l'esprit de ces 2 textes. » Donc, Le Corbusier ne s'est pas contenté de lire ces 2 textes majeurs de Valéry sur la façon dont les artistes découvrent ou inventent des formes. Il a développé sa propre théorie de la conception en réponse à ces textes et a effectivement considéré ses apparitions à Vienne comme étant dans l'esprit de Valéry. Il faut dire que les théories de Le Corbusier ne font pas un système de pensée cohérent dans le sens philosophique. Elles ressemblent plutôt à une collection d'épaves intellectuelles dont les fragments les plus hétérogènes se mêlent les uns aux autres dans une confusion sauvage. Il lisait les textes d'une manière tout aussi idiosyncratique et non systématique, traitant les livres et les idées qu'ils contenaient comme une carrière pour ses propres pensées. À son époque, les techniques de production
impliqué que les pages des livres, vous savez, devraient souvent être fondées individuellement avant de pouvoir être lues. Donc, Le Corbusier, on peut toujours voir dans ses livres, couper les pages quelque part au milieu et commencer à les annoter. En ouvrant une page des pièces sur l'art de Valéry, par exemple, il a marqué la phrase miraculeuse unité. Ce que l'auteur voulait dire, comment il y était arrivé, ne semble pas avoir intéressé Le Corbusier. Les mots et les phrases qu'il a marquées apparaissent parfois comme les choses qu'il a ramassées sur la plage, des objets mystérieux, brillants et séduisants qui pourraient être le point de départ d'idées ou de formes nouveaux et jamais vus. Au fil des ans, Le Corbusier a annoté de plus en plus les livres. Les publications qu'il a lues dans les années 20 sont faiblement marquées ici et là avec un trait, mais au milieu des années 40, il insère des textes, des essais entiers dont sont crus entre et autour des lignes des livres qu'il lit. Donc c'est un vrai amalgame entre ce qu'il lit, entre ce qu'il observe. Ici, on voit une page écrite dans un train de Vienne à Paris où il observe le Münster de Ulm, du Trouvelet. Il reprend des mots du texte de Valéry et il en fournit un amalgame, une collection, pour ainsi dire, un patchwork des choses observées et lues. Certains termes ou phrases déclenchent des propres pensées chez Le Corbusier. Un passage le montre clairement où Valéry écrit que la poésie, contrairement à la prose, le fascine en raison de sa distance par rapport aux gens. Valéry insiste sur le fait que le langage de la poésie n'a pas besoin de servir à un objectif descriptif, mais peut être efficace uniquement en tant que matériau. Le Corbusier souligne le mot distance et noté en marge le fossé qu'il faut creuser devant une avenue pour créer la distance. La distance mentale de Valéry devient ainsi miraculeusement l'espace physique d'un fossé. De cette manière, on peut dire que Le Corbusier transforme fréquemment des notions abstraites en espaces concrets au fil de ses lectures. Il y a toujours le coquillage qui grandit, qui est ballotté par la mer et ses fissures. C'est ces objets qui intéressent et Valéry et Le Corbusier. Les bords de ces coquillages sont lissés par l'eau et le sable. Ils se brisent finalement, un crabe s'installe dans la ruine. Les coquillages incarnent ainsi le principe des formes qui réagissent à leur environnement et sont façonnées par lui, sont changeantes et non fixes, ont une certaine porosité. Et c'est un principe qui aussi régit les courbes de Ronchamp, ces formes fracturées et percées. Ces types d'architecture qui existent en dehors des notions antinomiques d'ancien et de nouveau, d'européen et non européen, cette architecture de collage où l'intérieur et l'extérieur, la forme naturelle et le produit culturel se mêlent et s'amalgament. Cette architecture entre souvenir et invention, entre mur et espace, plan et hasard, n'aurait pas été possible sans le modèle littéraire de l'objet ambigu de Valéry et de son homologue ultérieur, l'objet à réaction de Le Corbusier. Merci beaucoup. Bonjour Frédéric Villemur, merci infiniment pour cette lecture attentive et croisée de Corbu et de Paul Valéry. Je suis absolument ravie que vous ayez évoqué cette rencontre avec un coquillage le long d'un rivage méditerranéen qui m'est cher, qui est celui de Villeneuve-les-Maglones. Et il faudrait peut-être juste rappeler qu'à cette occasion, au moment où Paul Valéry fait ses études de droit à Montpellier et qu'il va vers Villeneuve-les-Maglones se promener, il est en train de relire le dictionnaire de Viollet-le-Duc. Et cette compréhension de Viollet-le-Duc qui lui-même perçoit les productions de la nature à travers leur force géométrique. J'en veux pour preuve le magnifique petit dessin, tout le petit croquis de la structure géométrique du massif du Mont Blanc par Viollet, le Duc, que pétri de cette ambiance culturelle, alors qu'il n'a moins de 20 ans, je crois, une vingtaine d'années, il s'émeut de la spirale produite par
la nature dans ce coquillage. Alors l'histoire des moments heuristiques au bord des rivages, elle est fréquente, sans parler de la fable légèrement améliorée, de ce moment du kairos, de l'occasion saisie par la compréhension des sens, émotionnée, commotionnée par les productions de la nature. Je pense en particulier à Saint-Augustin sur les rivages d'Annaba, se posant la question de la définition de la Trinité, et qui lui est restituée de manière absolument évidente d'un seul trait par le geste d'un enfant qui, à partir d'un coquillage, veut verser toute la mer dans un petit trou. Bon, il s'avère qu'effectivement, cet enfant ne serait qu'un ange envoyé pour dénouer les crispations psychiques de Saint-Augustin, je ne sais. Mais voilà, ce sont des moments où la nature, comme on dit, la nature peint, la nature produit, où la rivalité mimétique de l'homme par rapport à ses productions, qui fait tant d'ailleurs la proximité de Paul Valéry avec l'esprit Renaissance, pourquoi son ouvrage sur Léonard, d'ailleurs qui dédouble les marges des livres. Systématiquement, le texte va en expansion sur ces marges. Donc le commentaire du commentaire, eh bien, n'est que des jeux de correspondance et de sensibilité qui font que, effectivement, Valéry, Corbu, l'esprit renaissant, le mimétisme et le jeu formel avec les productions de la nature sont ce point de construction aussi bien de la poésie écrite que de l'architecture construite à partir de la poésie spoienne, effectivement, telle que vous l'avez fort bien démontré. Je vous en remercie. Oui, bon, merci Guillemette Morel-Journel. Je voulais vous remercier donc pour cette intervention qui met vraiment parfaitement en valeur ce parallèle et ces analogies formelles que Le Corbusier peut établir avec Valéry. Et je me demandais s'il y avait un mouvement réciproque, c'est-à-dire que Valéry, par-delà cette remarque sur l'architecture d'aujourd'hui qui sera sans doute apocryphe, comme vous le disiez, si Valéry lui-même avait parfois donné des témoignages de ce qu'il pouvait penser ou apprécier de Le Corbusier. Oui, il faut savoir qu'il est fort probable que Le Corbusier ait rencontré Valéry dans l'atelier d'Auguste Perret. Donc, Auguste Perret et Valéry étaient amis, et ont travaillé ensemble, ont même publié des textes ensemble. Et il n'est pas tout à fait clair. Parfois, les historiens d'architecture ont tendance à dire que Le Palinos était influencé par la pensée de Perret. Si on voit que Perret n'a pas vraiment écrit beaucoup de choses, on peut aussi argumenter que peut-être c'était à l'envers. Donc, il y a une discussion. Mais je pense que Valéry a été plutôt influencé par une idée de l'architecture du 19e siècle. Et il était très wagnérien dans sa pensée, où il aussi utilise cette idée de machine à émotionnaliser les gens. Et il y a un moment, et je me suis demandé, comme apparemment Valéry avait une grande influence sur Le Corbusier, pourquoi il a parfois dissimulé les traces. Et peut-être qu'il y a une solution qui aussi met en relief un peu la relation critique, admirative, mais aussi critique qu'avait Valéry avec Le Corbusier. C'est dans Penser à l'art français, un texte de 1939, Valéry raconte qu'il avait rencontré un architecte moderne, je ne donne pas le nom, mais c'est clair que c'est Le Corbusier, qui voulait me convaincre et il dit de la beauté supérieure des édifices tout à fait modernes, construites avec des milliers de pieds de ciment merveilleux. Et il avait alors expliqué à cet architecte que de telles masses étonnantes étonnent certainement l'œil et lui présentent l'image frappante des falaises géométriques exposées à toutes les variations de la lumière du jour. C'est aussi une notion qu'utilise Le Corbusier, le jeu de la lumière sur les volutes. Et que Valéry admire ces constructions superhumaines, mais qu'il ne les aimerait jamais. Donc c'est ce qu'il écrit. Et Le Corbusier apparemment était très vexé par ce texte et a dit que Valéry, à l'époque, n'avait jamais compris le plan voisin. Et donc il y a aussi des tensions entre les deux. Donc apparemment Valéry avait une grande connaissance de l'œuvre de
Corbusier, mais était un peu un homme du 19e siècle, où il a insisté sur la beauté du décor, des balcons parisiens avec les détails, les ornements, où l'œil peut se perdre. Donc, il était très critique en ce qui concerne l'architecture des années 20 de Corbusier. Okay, merci beaucoup. Oui, encore un mot. Tu as parlé de la machine à habiter de Le Corbusier, mais on pourrait aussi, il utilise aussi le terme de machine à émouvoir. Il parle de la machine à émouvoir, donc là il est extrêmement proche de ce que dit Valéry. Pourrait-on revenir au premier texte que Valéry a publié, le paradoxe sur l'architecte? Il est quand même assez frappant que son premier texte porte sur cette discipline dont nous parlons aujourd'hui. Mais si je me souviens bien, c'est curieusement un texte dans lequel la musique est presque plus présente que l'architecture comme terme de comparaison. Oui, totalement. Que peux-tu dire sur ce paradoxe à la lumière de ce qui s'est passé plus tard? Bon, il y a un passage aussi qui a apparemment impressionné Le Corbusier parce qu'il la note. C'est là où Valéry dit il y a deux arts auxquels on ne peut pas échapper, qui enveloppent le corps humain, c'est la musique et l'architecture. Donc on peut quitter une image facilement, mais il prend un certain temps, Valéry écrit, pour quitter l'espace de la musique et l'espace, l'œuvre d'art totale d'une architecture. Donc là, il est très proche, et Valéry, à l'époque, quand il écrit, était très influencé par Wagner, par l'idée wagnérienne de Gesamtkunstwerk, donc une architecture avec la musique dedans, et on peut retracer un peu le pavillon Philips, une architecture avec une composition à l'intérieur, ou même la coopération avec Xenakis à La Tourette, à ces textes de Valéry, parce que c'était toujours une obsession de Corbusier de faire ce que Valéry demandait dans le paradoxe de l'architecte, qu'il faut envelopper l'homme dans une création de beauté presque mathématique et l'attaquer par toutes les directions, ses sens, donc, avec la musique, l'espace, etc. Et on a presque oublié que Le Corbusier voulait que autour de l'église de Ronchamp, on met des haut-parleurs. Et comme aujourd'hui sur le parking d'un supermarché, on aura de la musique pendant toute la journée. C'est une proposition qui était rejetée par l'abbé parce qu'il voulait la silence, mais c'est aussi une idée que développait Valéry dans le paradoxe de l'architecte, qu'il faut toujours avoir la musique et l'architecture qui entourent l'être humain. Donc c'est un peu cette idée-là qui réapparaît dans l'œuvre de Corbusier plus tard. Bonjour, je vous remercie de votre passionnant exposé. Et j'aurais c'est pas du tout une objection, mais disons prendre une piste divergente, justement à partir des coquillages et à partir des objets qu'on trouve sur les plages. Je me souviens d'un magnifique passage dans les écrits de Kurt Schwitters, où il raconte, c'est vers 1920-21, une promenade avec Hans Arp. Ils sont tous les deux, c'est sur la mer du Nord, en Hollande. Et Schwitters raconte très bien comment, à chaque fois que Arp fait en cadeau à Schwitters une pierre ou un bois flotté qu'il a trouvé, il le rejette d'une certaine manière, et il parle très bien de ce que chaque objet qu'on trouve, coquillage ou n'importe quoi, dans ces circonstances, chaque objet a ce qu'il appelle un Eigengift, c'est-à-dire un poison ou un charme qui ne s'adresse qu'à une personne. Et si je parle de ça, c'est parce qu'à partir de ça, c'est très facile de retrouver. Il y a deux magnifiques assemblages, l'un de Arp, qui s'appelle Die Cathédrale, de Schwitters, qui s'appelle Die Cathédrale, et un autre de Arp qui s'appelle Le nécessaire de naufrage. Ils sont magnifiques, petits comme ça, mais la cathédrale, elle est comme ça. Mais justement, ce que fait la cathédrale comme le nécessaire de naufrage, c'est un assemblage. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la fascination de l'objet unique qui conduit au poème avec un grand P, on est dans une pensée sans majuscule. Et il me semble que la modernité
on ne peut pas l'analyser seulement en termes de majuscules, mais aussi avec la minuscule et l'assemblage. Et qu'il y a au bord de la mer, comme ça, une espèce de grande latitude, d'attitude poétique. Et ce n'est pas un hasard, je pense, si du côté de Schwitters, on retrouve quelque chose qui est en phase, disons, avec une sensibilité urbaine bien distincte de celle du mouvement moderne, même si, comme graphiste et autres, Schwitters peut être rapporté à ce mouvement. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord et je trouve que ce serait très intéressant de retracer aussi le chemin de la pensée de Valéry à travers Rilke vers les artistes allemands de l'époque, hein, parce qu'il y a aussi une connexion entre l'idée de l'objet et l'ontologie, l'idée ontologique qui est traduite par Rilke et lue par divers artistes allemands, entre autres Max Ernst. Et Rilke, qui est, si je ne m'abuse, le traducteur de Valéry, en l'occurrence, vers l'allemand. Oui. Hein, c'est lui qui traduira Eupalinos en allemand. Bon, Niklas, malheureusement, nous sommes obligés de nous quitter. Merci pour cette présence électronique et malgré tout fort efficace. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.